Lorsque les avions se croisent, l'impression est celle de deux bolides à 2 ou 3 mètres. Il y a en réalité une trentaine de mètres d'écart. Mais à près de 500 km/h, il n'y a aucun droit à l'erreur. Les solos fonçant l'un face à l'autre suivent des trajectoires de vol très précises. Ils ne se soucient pas de celui qui arrive en face. Moi, je ne regarde pas mon premier solo pour pas avoir de gestes parasites. Donc, je regarde mon axe et je ne tiens que mon axe. En vision périphérique, je vais le voir passer. Donc oui, on voit une vitesse de défilement importante. Mais pour réussir au mieux ma mission, je ne dois pas regarder mon premier solo. Il existe néanmoins un repère au loin pour les pilotes. C'est l'éclairage fourni par l'avion. C'est un vrai phare que le pilote actionne comme les phares d'atterrissage que tous les avions ont. Il a l'avantage de se voir de loin. Il est aussi important pour le confort visuel des spectateurs. Quand la patrouille de France revient face au public et qu'on voit les 8 phares pointer le public, ça attire l'œil et ça donne un effet toujours très sympa. Les croisements sont des figures spectaculaires et complètent à merveille les mythiques vols en formation. Toutes ont un nom. Il y a la flèche, par exemple. Le cygne. Et le losange. Il existe plus d'une dizaine de figures. On a la shérif où les deux solos passent sur le dos derrière et les extérieurs passent sur la tranche. Au sol, c'est toujours la même question pour les spectateurs. Comment les pilotes parviennent-ils à être aussi synchronisés? Y a-t-il des aides au pilotage permettant de ne pas entrer en collision avec les autres? Les avions sont-ils programmés? Quel est le secret de ces pilotes d'exception? La première réponse, on la trouve du côté de la conception même de l'avion. Il n'est pas conçu, du moins pour les armées françaises, pour mener des actions de combat et d'appui aérien ou de bombardement. Donc du coup, nous, on l'a vraiment dans sa version la plus pure, donc avec le moins d'options possible, et ce qui permet d'avoir du coup de moins de pannes possibles. Dans le cockpit, la visu tête haute qui délivre des informations de navigation et de pilotage est-elle supprimée? Pour la patrouille de France, il n'y en a pas besoin, donc on l'enlève. Ça permet de dégager le champ de vision, et du coup, ça fait par exemple une option en moins qui pourrait tomber en panne. Dans une recherche de visibilité maximale, la verrière fait aussi l'objet d'un travail particulier. C'est un matériau plastique qui se forme à chaud et qui peut être assez épais tout en ayant des très bonnes capacités optiques. Parce que l'épaisseur de la verrière peut amener des déviations optiques. Et pour un pilote, mal voir la piste d'atterrissage ou son ennemi, ça pose problème. Et lorsque l'on vole entouré de 2 avions à moins d'1 mètre, il ne faut aucun effet de loupe. Comme c'est un avion pressurisé et qui va vite et qui peut éventuellement être percuté par des objets comme des oiseaux, on met plusieurs épaisseurs. Un oiseau impacte la verrière, ce sera le premier pli de plastique qui sera cassé, tandis que le deuxième qui sera là en secours fonctionnera toujours et maintiendra toujours la pressurisation et donc permettra de finir le vol en toute sécurité. Et pour être synchronisé à la perfection, ce n'est pas seulement le visuel qui entre en jeu. C'est l'un des secrets les plus précieux de la patrouille de France. Sur le manche de direction, il y a 2 boutons particuliers. Ils sont essentiels pour voler et s'incliner au même moment. Sans cette commande, la patrouille de France ne pourrait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Il serait impossible pour les pilotes de prendre des trajectoires identiques au même moment. Les pilotes, pour tous avoir le même référentiel et tous avoir le même rayon de cabrage, vont piloter avec le trim. Le trim, c'est le secret d'une maîtrise parfaite de l'Alpha Jet dans ses rayons de braquage impressionnants et ses loopings millimétrés, en coordination parfaite avec les autres appareils. Par exemple, pour cabrer, s'ils veulent tous cabrer de la même façon, au lieu de tirer sur le manche, ils vont venir mettre des coups de trim vers le bas pour changer le neutre de la gouverne de profondeur et donc du coup, tous cabrer de la même façon. C'est le leader de la patrouille qui donne le tempo. Avec des mots-clés, les pilotes savent à quel moment précis et le nombre de coups de trim qu'ils doivent effectuer.
un coup de trim, 2 coups de trim, 3 coups de trim, 4 coups de trim. Donc là, tous les pilotes seront à 4 coups de trim et du coup, ils seront tous à la même position. Cela nous permet d'avoir exactement la même action, tous les pilotes, de manière simultanée. Piqué vers le bas. Éclatement de la figure. Positionnement des solos sur le dos. Toute la magie du spectacle est possible grâce à l'utilisation du trim. Le trim, finalement, c'est un moteur électrique qui va actionner le vérin des différentes gouvernes. Sur l'Alpha Jet, 3 gouvernes permettent à l'avion d'évoluer dans le ciel. Il y a d'abord les ailes principales, avec une première gouverne à l'arrière de ces ailes. Selon l'action du pilote, elle s'incline vers le haut ou vers le bas. Il y en a un qui se lève, et ben l'autre va forcément descendre. Et donc c'est le vent en fait qui va venir forcer sur le dessus ou dessous de l'aileron et faire tourner l'avion. Les pilotes appellent cela le gauchissement. Et sur l'Alpha Jet, il est très réactif, car les ailes sont assez restreintes. L'envergure totale ne dépasse pas 9 mètres. Mais un petit détail change tout. L'attaque de la voilure n'est pas rectiligne. Il y a une petite cassure ici. Et ça, c'est fait parce que les filets d'air ne coulent pas le long du fuselage, dans le sens de la vitesse, mais ils vont aussi un peu sur le côté. Et quand ils vont sur le côté, ils peuvent faire décrocher les extrémités des voilures. Et quand les extrémités de voilure décrochent, l'avion pique vers le haut. Et là, c'est la perte de contrôle et l'avion tombe. L'intérêt de ce bec, c'est de raccrocher les filets d'air sur la voilure de façon à retarder le décrochage des extrémités. Le pilote garde ainsi de la maniabilité et de la contrôlabilité. Le gauchissement de l'avion peut se réaliser avec une maîtrise totale. La deuxième gouverne importante, c'est celle de la profondeur. Les 2 petites ailes arrière du fuselage permettent de plonger ou de prendre de l'altitude. Elles sont en réalité un seul et même bloc, transperçant la queue de l'avion. Ensuite, on a le 3e trim qui est pour la direction. Donc là, qui est ce qu'on appelle sur la dérive, donc le drapeau. Et lui qui se trouve en fait sur la planche gauche, à gauche du pilote. C'est elle qui gère la direction de l'appareil. Ces 3 axes sont actionnés par un moteur électrique. Il se trouve en dessous de l'avion, au niveau des entrées d'air. Mais il n'est pas suffisant. Plus l'avion va vite, plus pour bouger une gouverne, il va falloir de la force. Le moteur électrique est donc relié à des arbres et des bielles. C'est l'hydraulique qui prend ainsi le relais pour faire bouger les gouvernes. Cette pompe elle va faire fonctionner tous les éléments mobiles sur lesquels on a besoin de puissance. Comme les trains d'atterrissage aussi, ça va être de l'hydraulique, et les aérofreins. Les aérofreins, ce sont ces grandes plaques à l'arrière de l'avion. Elles se relèvent à 60 degrés d'inclinaison. Elles peuvent très rapidement freiner le flux d'air et ralentir l'avion. Le pilote s'en sert régulièrement. Et s'il veut freiner l'avion, si sur certaines figures, pour venir se placer, il va sortir un petit peu les aérofreins, c'est un élément qui va être quand même assez utilisé sur les avions de la patrouille de France. Toutes ces parties mobiles de l'Alpha Jet sont testées au sol dans les hangars de la patrouille de France. La pompe hydraulique doit répondre parfaitement à toutes les sollicitations.